Sekoro Kanda dans la commune de Djalassagou, les Sagou, Bassakou et Dinda Kanda. Nous sommes dans le cercle de Bankas. Ces villages ont fait l'objet d'attaques terroristes le week-end dernier. Des motos et des bétails ont été emportés. Dans le focus éducation de ce mardi, il sera question des comités de gestion scolaire. Quel doit être leur rôle dans la gestion de l'école en mode décentralisé? Un atelier de formation est initié en ce sens par l'Académie d'enseignement de Bamako, Rive Gauche. Et on parle sport bien évidemment dans ce journal. Afrobasket U18, le Mali fait partie des grands favoris sur les deux tableaux. Les détails en fin d'édition. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Recrudescence des attaques dans le centre du pays. Ce week-end, des villages ont été attaqués dans le cercle de Bankas et des bétails emportés par les assaillants. Djeneba Samaki. Samedi dernier, aux environs de 19h, des attaques simultanées ont eu lieu dans la commune de Lessagou. Les villages ciblés étaient Bassagou Kanda et Dinda Kanda. S'il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, les assaillants ont emporté des motos et des bétails, selon Studio Tamani. Dans la même journée, un homme est mort après avoir été heurté par un engin explosif improvisé à Sokoro Kanda, commune de Djalassagou. Ce dimanche 8 septembre 2024, le village de Bassagou Kanda a été victime d'une seconde attaque. Selon la même source, le bilan de cette attaque reste inconnu pour l'instant. Ces attaques ne sont qu'une poignée par rapport à celles enregistrées dans les villages du centre courant ces 2 derniers mois. En effet, 17 personnes dont 5 chasseurs traditionnels d'Ozo ont été tués les 10 et 11 août près de Bandiagara. Des attaques attribuées à des terroristes, selon le gouvernorat de la région dans un communiqué. Le samedi 10 août, une attaque s'est déroulée dans la commune de Bodjo, faisant 15 morts et 2 blessés, dont 3 chasseurs. Le lendemain, une moto transportant 2 chasseurs a heurté une mine à proximité du même village. Les 2 occupants sont décédés immédiatement, souligne le communiqué. La commune de Kanibonzon a également été touchée par les attaques des bergers et leurs troupeaux dans la brousse. Ces violentes attaques meurtrières ont eu lieu mercredi 21 août 2024 au pâturage de Gama et Balguina, commune de Kanibonzon, cercle de Bankas. Le bilan faisait état de 5 bergers tués et des troupeaux de bétail emportés. Des habitants contactés par nos soins qui ont voulu garder l'anonymat alertent les plus hautes autorités sur la situation du centre, une situation qui ne fait que se dégrader selon eux. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2024-2025, l'Académie d'enseignement de Bamako Rive Gauche a initié un atelier de formation du 9 au 13 septembre à l'intention des membres des comités de gestion scolaire. Objectif à renforcer leurs capacités dans la gestion de l'école en mode décentralisé. Soumaïla Fane. Créé en mars 2004 par arrêté du ministère de l'Éducation nationale, le comité de gestion scolaire CGS est un organe de participation des partenaires et acteurs à la gestion de l'école. Afin de permettre aux membres de ces comités de mieux comprendre leur rôle et leurs responsabilités dans la gestion de l'école, l'Académie d'enseignement de Bamako et Rive Gauche a initié en cette veille de la rentrée scolaire 2024-2025 un atelier de renforcement de capacités de 5 jours. Ce sont les comités de gestion scolaire évoluant au niveau des écoles fondamentales des 8 caps de la circonscription académique de Bamako et Rive Gauche. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans la gestion de l'école en mode décentralisé. Et pour cela, les comités de gestion scolaire étant au cœur même de la vie de l'école, il est important et intéressant de les former à leur rôle et responsabilités. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes avec eux au niveau du lycée technique pour une formation afin qu'ils soient mieux outillés pour pouvoir vraiment exercer leurs fonctions au sein du comité. On se rend compte qu'effectivement, il y avait des petites confusions quant au rôle des différents membres de bureau par rapport à ce qu'on attend d'eux pour la bonne marche de l'école. Et l'un des objectifs de l'atelier serait effectivement de lever cette confusion-là, afin de permettre aux CGS de jouer pleinement leur rôle
et de permettre effectivement, de faciliter effectivement une bonne gestion de l'école en mode décentralisé. Composé de 14 membres dont des enseignants, des élèves et des parents d'élèves, le CGS est responsable de la gestion d'une école sous tutelle de la mairie. Cette formation nous a permis de connaître davantage le rôle du CGS et surtout faciliter notre collaboration. Ça nous a permis aussi de connaître et comment mettre en place un bureau du CGS. Voilà, connaître aussi le rôle du président surtout et le rôle aussi des membres de droit. Cette formation elle est bénéfique pour nous qui sommes membres du comité de gestion scolaire. Parce que ça nous a apporté beaucoup, on a beaucoup appris en ce qui concerne comment gérer au niveau de l'école les trésoreries, les comptabilités en ce qui concerne le comité de gestion scolaire. Mis en place par les collectivités pour une durée de 3 ans, le comité de gestion scolaire est un outil pour améliorer le système éducatif. À ce titre, la vie de l'école en ce qui concerne les infrastructures, en ce qui concerne les mobiliers scolaires, en ce qui concerne vraiment les projets même de développement de l'école, tout ça là revient au comité de gestion scolaire. C'est pourquoi j'ai dit nous allons les former à leur rôle et responsabilité pour qu'ils comprennent qu'ils sont des acteurs clés du développement de l'école. À ce jour, les comités de gestion à travers le pays ont effectué d'énormes réalisations d'infrastructures et de formation d'enseignants. Les ressources proviennent des cotisations, des fonds ADARS, des partenaires techniques et financiers, mais aussi des dons et legs. Les inondations dues aux pluies diluviennes continuent de faire rage en Afrique de l'Ouest. Au Tchad, elles ont fait 341 morts et 1,5 million de sinistrés dans les 23 provinces du pays. Aminata Keita. Au Tchad, les pluies diluviennes qui ont causé des inondations ont fait 341 morts et 1,5 million de sinistrés depuis le mois de juillet. C'est le bilan donné par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA au Tchad. Au total, le bilan fait état de 164 000 maisons détruites, 259 000 hectares de champs détruits et 66 700 têtes de bétail emportées. Selon l'organisation onusienne, toutes les 23 provinces du pays sont actuellement touchées par la crise des inondations. La semaine dernière déjà, 14 élèves et leurs professeurs ont perdu la vie dans l'est du pays après les pluies torrentielles dans la province du Ouaddaï qui ont provoqué l'effondrement d'une école. Également en mi-août, au moins 54 personnes ont perdu la vie dans les inondations qui ont affecté la province du Tibesti dans l'extrême nord du pays. Ce n'est pas la première fois que le Tchad fait face à des forts cas d'inondations. En 2022, de fortes précipitations les plus importantes depuis les années 1960 avaient affecté environ 1,4 million de personnes dans 19 des 23 provinces du pays et déclenché une crise humanitaire majeure. Les intempéries avaient détruit plus de 350 000 hectares de culture, provoqué la perte de 20 000 têtes de bétail et causé des dommages considérables sur des milliers de maisons, des écoles, des centres de santé et des infrastructures publiques, selon un bilan publié par l'OCHA. Ce n'est pas qu'au Tchad que les inondations font rage. Des centaines de milliers d'enfants au Niger, au Nigeria et au Mali ont été contraints de quitter leur foyer avant la rentrée scolaire en raison des inondations survenues ces dernières semaines. Au total, le Mali, le Niger et le Nigeria totalisent près de 950 000 déplacés, 649 184 au Niger, 225 000 au Nigeria et 73 778 au Mali selon un récent rapport publié par Save the Children. Et on parle sport. Après un match nul à domicile contre le Mozambique, le Mali s'est imposé ce mardi 10 septembre face à l'Eswatini sur un score de 1-0 marqué par le capitaine Yves Bissouma devant un public sud-africain dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Cette victoire des Aigles du Mali constitue un autre pas pour leur qualification à la prochaine CAN, à savoir que 4 autres matchs sont à venir et doivent être remportés par le Mali pour s'assurer la qualification. Autre discipline, invaincus lors des matchs de poule, les Aiglones, comme attendu, tiennent leur rang de favorites à l'Afro-Basket féminin U18 à Pretoria en Afrique du Sud. Aminata Djebagati. Après avoir écrasé la Zambie avec un score sans appel de 136-13 vendredi dernier, les Maliennes ont enchaîné hier avec une troisième victoire en autant de sorties face aux Marocaines 97-61. Un troisième succès des rangs qui assure la première place du groupe aux Aiglones et une qualification pour le second tour.
Le Mali affrontera d'ailleurs le Rwanda demain mercredi 11 septembre pour les quarts de finale de la compétition. Chez les hommes, les Aiglons sont aussi sur la bonne dynamique, car vainqueurs lors des 2 premières sorties face au Sénégal et au Cameroun. Champion en titre de l'Afro-Basket féminin I-18 et détenteur du record dans la compétition avec 8 titres, le Mali a pour seul objectif de conserver ses trophées et d'asseoir un peu plus sa suprématie sur le basketball continental dans cette catégorie. Sur l'autre tableau, 2 fois vainqueur de l'Afro-Basket masculin I-18 et 3e lors de la dernière édition de 2022, le Mali vise un 3e sacre continental. Pour les filles comme pour les garçons, le chemin vers le sommet continental commence maintenant, avec le début de la phase de l'élimination directe. Toutes les chances donc du côté des Aiglons. Point final à ce 19:45. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.